Bonjour à toutes et à tous. Mon devoir aujourd'hui, c'est de ne pas mâcher mes mots face à la situation dans laquelle nous sommes plongés. Pas mâcher mes mots, pas au nom de poursuivre tel ou tel d'une vindicte, mais au nom d'une nécessaire espérance. Il devrait y avoir des millions d'êtres humains dans les rues, dans le monde, et une centaine de milliers au moins en France, pour protester contre la guerre et pour défendre la paix. Nous avons quelques manifestations aujourd'hui, jour de la paix, mais elles sont tout à fait insuffisantes. Vous savez, il est temps de sortir du train fou de l'OTAN. Et ce train fou de l'OTAN me fait penser à la fin de La Bête humaine de Zola, dans lequel les deux personnages se battent entre eux et finissent par tomber du train ou dans la chaudière du train, je ne me souviens pas, je crois qu'ils se font brûler. Et le train, plein de soldats français, est porté à grande vitesse, sans être dirigé, vers la guerre de 1870. C'est l'image de Zola, c'est l'image d'aujourd'hui. Et nous sommes face à ce danger de guerre mondiale. Et je crois qu'il faut commencer par là, parce que commencer autrement, c'est passer à côté du sujet qui concerne toutes nos vies. Pour l'Ukraine, c'est la frappe par les Ukrainiens d'Armavir et d'Orsk, où ont été frappés des radars de détection de missiles intercontinentaux. Ce ne sont pas des missiles venus de l'Ukraine ou d'un autre emplacement européen, c'est des missiles intercontinentaux. Et c'est 2 des 10 radars de détection russes. C'est une ligne rouge. Ensuite, il y a l'autorisation donnée à l'Ukraine d'avoir des missiles de longue portée qui pourront lui permettre de frapper à l'intérieur du territoire russe en profondeur. Vous avez déjà vu, il y en a une récemment, ce dépôt d'armes. Et le Parlement européen a voté un souhait. Le Parlement ne décide pas dans ce sens, qu'on donne ces missiles de longue portée à l'Ukraine pour combattre la Russie. Il y a au Proche et Moyen-Orient les attentats israéliens récents, qui sont des attentats visant à la fois les gens du Hezbollah, mais aussi des civils, des attentats d'un système vraiment de terreur contre les beepers et les talkie-walkie de citoyens qui se trouvent au Liban. Beaucoup étaient libanais. Il y a le génocide à Gaza, qui se continue, et où Israël veut continuer à occuper la ligne de Philadelphie qui sépare Gaza, l'ensemble de Gaza, de l'Égypte. Et pire, je ne sais pas si vous le réalisez, cela, vous avez vu que Joe Biden, a été proclamé inapte comme candidat à la présidence américaine, contre son gré. Or, inapte, mais on le sait depuis 2020-2021, de nombreux Américains l'ont dit. Inapte, mais aujourd'hui, Joe Biden reste président des États-Unis. On le dégage en janvier, mais jusque-là, il reste. Donc vous avez, près du bouton nucléaire, un homme qui est déclaré, disons les mots comme on doit les dire, trop sénile pour pouvoir maîtriser son poste. Eh bien, peut-être ce qui arrive est encore pire, parce que vous avez Kamala Harris, qui est le caniche des milieux du renseignement, des milieux de ce lobby militaro-industriel, qui maintenant est devenu militaro-financier, que dénonçait Eisenhower le 17 janvier 1961. Donc on est face à cela, face à des gens qui sont véritablement aux États-Unis, des va-t-en-guerre, et qui sont à la solde dans leur façon de procéder d'une oligarchie financière pour qui la menace de guerre est une question de stratégie. Elle est arrivée au bout de son système. Créer de la fausse monnaie sans produire de richesse réelle, on arrive à un moment où
la confiance, et même des marchés, mais surtout des populations, disparaît. Donc, pour avoir l'illusion de durée, elle s'en prend à l'ennemi qu'elle désigne, et elle le désigne comme un ennemi vis-à-vis de l'Europe, et nous tombons dans le piège quand nous serons aux premières loges. Voilà la situation aujourd'hui. Eh bien, nous, plutôt que de traquer l'erreur, plutôt que de chercher des coupables, et nous les dénonçons, mais ce n'est pas ce qui nous motive. C'est nécessaire, mais ce n'est pas ce qui nous motive. Ce qui nous motive, c'est soutenir les vérités, aussi imparfaites soient-elles, et les défendre pour que le monde puisse continuer. C'est la nouvelle architecture internationale que nous défendons, que vous connaissez tous, de sécurité et de développement économique, disait un pape, Paul VI, j'ajoute moi, de développement économique mutuel, qui permet d'assurer un système gagnant-gagnant et un système de paix. Ce système, la bonne nouvelle, c'est que dans le monde, on y travaille. C'est pour ça que notre réunion s'appelle « La France avec le Sud planétaire ». Serge Glaziev, qui est le ministre chargé de l'intégration et de la macroéconomie au sein de l'Union économique eurasiatique. Serge Glaziev, il est russe, il n'est pas du parti de Poutine, mais il a cette position-là. Il cherche à explorer les voies d'un nouvel ordre économique et monétaire international, qui soit un ordre qui dédollarise, mais ce n'est pas sortir du dollar qui le motive, surtout, c'est d'avoir l'alternative. Et l'alternative, pour lui, c'est un système basé sur des monnaies nationales, avec pour régler les excédents et les déficits, des paniers de matières premières, dont les prix seront fixés non pas par les marchés, mais par des contrats à long terme, comme auparavant, par exemple, était fixé le prix du pétrole. Et puis, il a avec lui Li Hui. Ça, c'est moins connu. Glaziev a dit d'ailleurs qu'il avait été inspiré dans son œuvre et dans sa démarche par Lyndon LaRouche, très directement, qui lui avait fait comprendre que l'économie physique était essentiellement ce qui déterminait l'attachement d'un État-nation. Et, dit Glaziev, c'est la Chine qui a réussi. Pourquoi elle a réussi? Parce qu'elle est allée dans le sens de l'économie physique et non de l'économie financière. Et de nombreux observateurs, parmi eux, le controversé mais intelligent Pepe Escobar, qui le reconnaît, et d'autres aussi. Donc Serge Glaziev, mais aussi Li Hui. Li Hui a été 10 ans ambassadeur à Moscou, et c'est l'ambassadeur itinérant de la Chine dans le même projet que Serge Glaziev. Mais, d'autre part, Li Hui a été celui qui a fait 4 navettes depuis, c'était le 16 mai 2023. Il a fait 4 navettes entre les principaux pays pour essayer d'aboutir à un plan de paix. Un plan de paix que les Chinois ont proposé d'abord en 12 points, puis maintenant en 6 points, qui n'est pas un plan de paix d'ailleurs, c'est un plan de cessez-le-feu, mais qui leur paraît essentiel pour enclencher une orientation différente de celle d'aujourd'hui qui nous porte à la guerre. Et je pense, de ce point de vue, beaucoup parlent de l'élection américaine et de son importance. Et c'est vrai que Trump est moins sous le contrôle de cette oligarchie, mais avec Pompeo, on entendait toujours mener une guerre à la Chine violente, qui était une guerre gagnant-perdant, et pas un système gagnant-gagnant, qui est seul susceptible d'assurer la paix. Mais il y aura donc cette réunion des BRICS entre le 22 et le 24 octobre à Kazan, au Tatarstan, en Russie, République fédérale du Tatarstan, réunion des BRICS, où ces questions seront discutées. Je ne crois pas qu'il faille attendre un grand bond en avant, mais il faut en attendre un pas vers le progrès, vers ce système qui est une porte entr'ouverte vers ce qui permet d'assurer la base de la paix dans le monde. Madame Helga Sepp-Larouche, que vous avez vu ce matin, ceux qui étaient là ce matin et qui sont les adhérents à notre mouvement, je vous conseillerais tous de devenir adhérents d'ailleurs, ne serait-ce que pour pouvoir la voir,
elle a élaboré les 10 principes d'une nouvelle architecture internationale de sécurité et de développement. Le premier, c'est la nouvelle architecture internationale de sécurité et de développement doit être un partenariat d'États-nations parfaitement souverain, fondé sur les 5 principes de la coexistence pacifique et sur la Charte des Nations Unies. Et son dernier principe, en disant il faut pour cela un fondement moral, un fondement culturel, elle dit, c'est un deuxième principe, l'hypothèse de base du nouveau paradigme est que l'homme est fondamentalement bon et capable de perfectionner à l'infini la créativité de son esprit. Déjà, Lyndon LaRouche avait dit qu'il n'y a pas de limite à la croissance parce que la capacité humaine de créer est pratiquement sans limite. Disons, la créativité de son esprit et la beauté de son âme, et qu'il est la force géologique, c'est Vernadsky, le penseur russe, la force géologique avancée de l'univers, la plus avancée de l'univers, ce qui prouve que la légitimité de l'esprit et celle de l'univers physique sont en correspondance et en cohésion, et que tout mal est le résultat d'un manque de développement et peut donc être surmonté. Eh bien, ça veut dire que chacun d'entre vous doit se battre pour ce bien supérieur et que c'est la manière dont on peut assurer non seulement la paix, mais un développement mutuel, une sécurité mutuelle qui soit l'assise de cette paix. Et cette bataille, c'est ce qui permet d'écarter ce que par ailleurs on doit dénoncer, mais que si on se borne à dénoncer, il n'y a pas de porte de sortie, car si on dénonce quelque chose, il faut toujours trouver quelque chose de meilleur. Sans cela, on aboutit à un cul-de-sac. Alors, c'est très intéressant d'examiner la Chine de ce point de vue-là. Vous savez qu'aujourd'hui, l'inspirateur de Jiang Zemin, de Hu Jintao, et maintenant de Xi Jinping, s'appelle quelque chose qui s'appelle Wang Huning. Wang Huning, un homme qui s'appelle Wang Huning, vous voyez défiler, là il est le numéro 4 dans le Politburo, dans le bureau politique du comité central. Wang Huning a écrit sa thèse sur la souveraineté. C'est un francophone sur les recherches de Baudin-Maritain sur les théories de la souveraineté développées par la bourgeoisie occidentale, qui considère comme positive. Souveraineté nationale, donc, et Baudin définissait le souverain comme la puissance absolue, pas le pouvoir, la puissance, c'est la capacité de faire. Le travail de Wang Huning est une revendication de souveraineté de la Chine pour sortir de son cauchemar qui était le siècle d'humiliation qu'a subi la Chine entre 1840, 1862 et 1949. Maintenant, je vais vous citer Xi Jinping maintenant sur le fondement de sa politique, qui n'est pas une politique de géopolitique, où les gagnants veulent dominer les perdants, mais une politique de développement mutuel. Et voilà ce qu'il dit. C'est une citation que Jérôme Ravenet m'a communiquée, qui est dans cette salle, et qui est quelqu'un qui a exploré, plus que tout autre, la pensée de la voie chinoise. Donc voilà ce que dit Xi Jinping. Depuis l'époque moderne, établir un ordre international juste et équitable a toujours été un objectif pour lequel œuvre inlassablement l'humanité. Des principes de l'égalité et de la souveraineté établis dans les traités de Westphalie, il y a plus de 360 ans, à l'esprit humanitaire international consacré dans la Convention de Genève, il y a plus de 150 ans, des 4 buts et des 7 principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, il y a plus de 70 ans, aux 5 principes de la coexistence pacifique énoncés par la conférence de Bandung, il y a plus de 60 ans. C'est une série de principes, et vous voyez que son approche sur les principes est la même que celle de l'Institut Schiller, de Mme El-Gazep-Larouche, et de notre coalition internationale pour la paix. Donc, ces séries de principes, dit Xi Jinping, universellement reconnus, ont vu le jour au fur et à mesure de l'évolution des relations internationales. Ces principes fondamentaux doivent nous guider dans la construction de la communauté de destin pour l'humanité. Alors, cette communauté de destin, c'est quelque chose qui est présente dans toute la réflexion de l'histoire chinoise, en particulier sous les Song, auxquels se réfère souvent Xi Jinping. Les Song,
c'est entre environ 960 et 1230 ou 40. Les sondes du Nord et les sondes du Sud. Voilà là où réside une espérance qu'il faut prendre au mot et qu'il faut saisir. Certains diront oui, mais Xi Jinping toujours cherche, peut-être pas la bienveillance, mais à dominer le monde, à assurer les intérêts nationaux de la Chine. Sans doute, mais ces intérêts, il la voit cohérents, en résonance avec les intérêts des autres. Et c'est cela qui est intéressant. Et très important à comprendre si on veut progresser dans la voie de la paix. Alors, arrivé là, zoomons sur la situation de la France aujourd'hui. Une France qui, de fait, a abdiqué sa souveraineté. On l'a vu dans les récents remous autour de la Commission européenne. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date, allez, soyons aimables pour Georges Pompidou, ça date de la période à partir de laquelle Georges Pompidou a été très malade. Les résultats aujourd'hui, chez nous, c'est une véritable guerre des boutons. Je pense que certains d'une certaine génération, ça leur parle, mais une guerre autour du bouton nucléaire. Et c'est ça qui est terrifiant. Comme est terrifiante l'idée que Biden et ses successeurs sont là autour du même bouton nucléaire aux États-Unis. Et la France, dans ces circonstances, est plongée dans un drame politique. On a été chercher Michel Barnier. Alors, je ne veux pas accabler Michel Barnier. Je veux accabler ceux qui ont rendu nécessaire d'aller le chercher. Alors, Michel Barnier a bafoué à plusieurs reprises le vote et les convictions du peuple français. Mais je ne veux pas le prendre seulement lui comme cible, je veux faire la critique d'un système pour inspirer, à partir de là, un bien supérieur. Et que, voyant un mal qui se produit, qui est le fait des circonstances acceptées par notre pays, puisse produire un bien supérieur si nous réagissons. Et nous sommes ici pour réagir. Michel Barnier, donc, représente un parti politique qui a été le grand battu des élections récentes et il est le produit d'un arrangement entre les deux plus faibles, LR et les macronistes. En 2005, il était ministre des Affaires étrangères et c'est celui qui a fait campagne pour le oui à la Constitution européenne et qui, lorsque le peuple a voté non, a conçu avec d'autres le traité de Lisbonne, avec le groupe Amato, comme il s'appelait, pour que les mêmes dispositions soient adoptées à quelques moments près. Et elles ont été adoptées alors par le Conseil européen, puis par le Congrès, en France, notre Congrès, et Michel Barnier a joué un rôle essentiel dans l'organisation donc d'un vote du Parlement contre la volonté du peuple à ce moment. Le peuple avait voté, je vous rappelle, 55% contre la Constitution européenne en 2005, en avril 2005. En février 2015, Barnier a été nommé par Jean-Claude Juncker conseiller spécial pour la politique de défense. Il n'est resté qu'un an et demi, mais conseiller spécial pour la politique de défense et de sécurité, il a eu à connaître en ce moment l'intégration progressive de l'Union européenne au sein de l'OTAN. Car l'article 42 du traité sur l'Union européenne, par sa clause de défense mutuelle, lie de fait, sinon de droit, l'Union européenne et l'OTAN. Pire encore, par la déclaration commune du 10 juillet 2018, le président du Conseil européen, le président de la Commission européenne et le secrétaire général de l'OTAN sont convenus de renforcer la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN, sa qualité, son étendue et son intensité. Les signataires encouragent la participation la plus large possible des États membres de l'Union européenne qui ne font pas partie de l'Alliance aux initiatives de celle-ci. Donc c'est donc clair que l'Union européenne est directement telle qu'elle est attachée à l'euro. Et je ne parle pas de l'Europe. Je suis un pro-européen de la véritable Europe. Là, c'est l'Union européenne de la fausse monnaie
et d'un fédérateur extérieur, comme le disait le général de Gaulle. Donc, là, pour les Russes, ils voient dans ce qu'on propose à l'Ukraine, l'OTAN ou l'Union européenne ou les deux, une agression pour leur système. Et l'ambassadeur américain, Matlock, qui a été ambassadeur à Moscou entre 1987 et 1991, reconnaît qu'on avait promis à la Russie que jamais l'OTAN s'étendrait au-delà de l'Allemagne réunifiée. Elle l'a fait et elle a établi des bases. Elle n'a pas seulement fait en tant qu'organisation, elle a établi des bases avec des missiles soi-disant antimissiles en Roumanie ou en Pologne, mais qui peuvent être reconvertis en missiles offensifs. Donc, pour les Russes, c'est un acte qui menace leurs intérêts vitaux. Et menacer les intérêts vitaux d'un pays qui dispose de l'arme nucléaire et le faire de façon, disons, à la fois consciente et inconsciente, c'est quelque chose de très grave pour la paix. Michel Barnier se prétend gaulliste social. Il a dit « La situation budgétaire du pays que je découvre est très grave. J'ai demandé tous les éléments pour en apprécier l'exacte réalité. Cette situation mérite mieux que de petites phrases. Elle exige de la responsabilité. » Je suis d'accord, mais Michel Barnier ne peut pas prétendre l'avoir découvert, parce que tout le monde pratiquement le sait, vous le savez. Donc, c'est se moquer un peu du monde, cargué de son ignorance. Et le fait de prétendre l'apprendre, c'est pour nous imposer une politique d'austérité. Version soft, comme je l'ai dit, la désindexation des dépenses, ce qu'avait déjà prévu Gabriel Attal dans le budget qu'il a communiqué. C'est-à-dire, on reproduit la valeur faciale du budget précédent, sans tenir compte de l'inflation, donc en réduisant mécaniquement le pouvoir d'achat. Et comme cela ne suffit pas dans l'ordre du système dans lequel on se trouve, ou dans lequel la Commission européenne nous poursuit pour budget excessif, au déficit budgétaire excessif. Eh bien, comme ça ne suffit pas dans ce cadre-là, en fait, Michel Barnier affirme de façon moins directe que François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque centrale, mais quand même, c'est une même affirmation, Villeroy de Galhau, il faudra lever le tabou sur les hausses d'impôts. Il faudra des hausses d'impôts. Et comme on ne réactivera pas les dépenses militaires, puisqu'on est comme une guerre, et qu'on ne peut pas poursuivre les ultra-riches, qui sont déjà au paradis, fiscal. Donc, où sera pris cette substance qu'on réclame pour financièrement équilibrer le budget? Eh bien, c'est à la fois aux tout petits, et on voit ce qui se passe dans les crèches, c'est à la fois aux vieux, on voit ce qui se passe dans les EHPAD, et c'est aussi auprès des travailleurs et des patrons de PME. Donc, en plus, les grandes entreprises, elles, ont fait 80% de leurs profits et de leurs activités, celles du CAC 40, à l'étranger. Donc là non plus, on ne pourra pas trouver. Donc, les classes moyennes devront trinquer. Les pauvres sont trop pauvres, les riches sont ailleurs. Donc c'est les classes moyennes qui devront trinquer. Même si Michel Barnier a dit qu'il ne pensait pas, il n'y aura pas de hausse d'impôts pour les classes moyennes. Mais en réalité, qu'appelle-t-on classe moyenne? C'est celles qui sont en dessous de 3 000 € par couple. Bon, je vous laisse. François Hollande, assez vrai, avait dit qu'après 4 000 €, on est très riche. Alors, on en est là. C'est même plus Guizot, François Guizot, ou Nicolas Sarkozy. Travaillez plus pour gagner plus, enrichissez-vous. Mais c'est travailler plus, les heures de travail des Français ne sont pas suffisants, pour gagner d'abord un peu moins. On en est là. Ceux qui ont créé la situation actuelle, ceux qui l'ont créée, veulent faire payer le peuple pour les dégâts qu'ils ont causés. Avec un Premier ministre qui n'exprime pas son programme, qui n'arrive pas à former son gouvernement, peut-être il l'a formé au moment que je parle,
mais il y avait les 38 noms que devait voir Macron, il y a les débats entre Macron, Attal, Barnier, Darmanin, et chacun défendant sa part, au lieu de penser à la France et de penser au monde. Donc, on est dans cette situation. Et les dossiers, d'ailleurs, budgétaires n'ont pas été communiqués au président de la Commission des finances et du contrôle budgétaire, Éric Coquerel, ni à Charles de Courson, qui est le rapporteur. Pourquoi? Parce que la situation est trop grave, on doit réfléchir, et voilà. On aurait dû les présenter le 1er octobre, on dit que c'est le 9, je ne sais même pas si on le fera à cette date-là. C'est donc le bazar. Un bazar destructeur. Un mélange d'incompétence, d'arrogance et de soumission, à ce que De Gaulle appelait le fédérateur extérieur, et que nous nommons la superclasse de l'oligarchie financière internationale d'aujourd'hui, et qui nous conduit tout droit à un système de guerre, car elle pense par la guerre, ou par la menace de guerre au bord du gouffre, qu'elle pourra assurer et continuer à assurer sa suprématie. Quant au nouveau Front populaire et au Rassemblement national, le Rassemblement national collabore de fait avec Michel Barnier, en le tenant sous son viseur, bien sûr, en le tenant en sursis, toutes droites réunies, et constituant une sorte de conglomérat de fait. Le nouveau Front populaire fait des promesses qu'il sait ne pas pouvoir tenir, puisqu'il ne propose aucune mesure qui mette en place les fondements d'un système qui permette de sortir de l'actuel. Et je vous rappelle, dans le programme du nouveau Front populaire, défendre l'Ukraine et la paix sur le continent européen pour faire échec à la guerre d'agression de Vladimir Poutine et qu'il réponde de ses crimes devant la justice internationale, défendre indéfectiblement la souveraineté et la liberté du peuple ukrainien, ainsi que l'intégrité de ses frontières, par la livraison d'armes nécessaires. Qu'est-ce que ça veut dire, si vous le traduisez en termes réels? Que les Ukrainiens crèvent jusqu'au dernier pour nous. Pour nous, l'oligarchie financière, bien sûr, et ses collabos en France. C'est ça ce que ça veut dire. Et c'est une politique criminelle. Dans une Ukraine où les jeunes fuient pour ne pas être envoyés au front, et où le front ressemble à la guerre tranchée de 14-18. Et dans ce contexte, tous les partis chez nous représentés au Parlement évoluent dans un système qui accepte la règle du jeu de l'oligarchie financière, de ce lobby militaro-industriel que dénonçait Eisenhower, encore une fois, le 17 janvier 1961, et qui est devenu beaucoup plus vaste et s'exprimant dans tous les domaines. L'économie de guerre, c'est la production d'armes qui sont en grande partie fabriquées d'ailleurs aux États-Unis, avec en partie notre argent. C'est ce qui est attaché aux armes. C'est un lobby financier, militaro-financier de tout, et une économie devenue bulle spéculative de tout. C'est ce que certains appellent la weaponization of all, que tout devient arme. Et Lawrence Wilkerson, qui était le conseiller de Colin Powell, avant de l'avoir abandonné à cause de ce qu'a fait Colin Powell aux Nations Unies, Wilkerson dit l'état d'esprit des gens qui sont au pouvoir aux États-Unis et aussi ailleurs dans les pays occidentaux, c'est le Marc-Antoine dans le Jules César de Shakespeare qui dit « Carnage, pas de quartier, lâchez les chiens de guerre ». Alors c'est une expression évidemment très dure, mais c'est de cette façon qu'on pense. En bref, tous nos représentants au Parlement, avant de penser à la France, avant de penser à l'humanité, pensent à leur propre intérêt et font preuve d'un narcissisme constant. On le voit à l'Assemblée nationale, dans tous les groupes. Mélenchon contre Ruffin, le Front national, le Rassemblement national, un attente devant Barnier, le LR qui pense revenir au pouvoir avec 40, je crois, 8 députés, etc., etc. Donc, il n'y a pas de sens de la souveraineté.
Alors, c'est dans ces conditions que nous devons retourner, retravailler, reconstruire l'espérance. Car je suis convaincu que d'un grand mal peut sortir et doit sortir, pourvu que nous émettions l'énergie, un bien supérieur. Alors, c'est d'abord la participation. C'est de réintroduire cette conception que les Français doivent avoir le sens qu'ils participent aux décisions qui les concernent. Et c'est la planification qui, elle, organise le grand dessein de cette participation à quelque chose qui permette à la France à la fois de rendre justice aux Français et de retrouver son rang dans le monde. La participation. Je veux vous lire un texte très intéressant de Pierre-Joseph Proudhon. Il dit « Beaucoup de gens parlent d'admettre les ouvriers en participation des produits et des bénéfices. Mais cette participation que l'on demande pour eux est de pure bienfaisance. » Ça, c'est le côté anglo-américain de la bienfaisance. On n'a jamais démontré, ni peut-être soupçonné, qu'elle fût un droit naturel, nécessaire, inhérent au travail, inséparable de la qualité de producteur, jusque dans le dernier de ses manœuvres. Ça veut dire une participation à tous les échelons, dans l'entreprise et dans l'État. Maintenant, revenons au 27 avril 1969 et le non au référendum du général de Gaulle à l'époque. De Gaulle, qui a fait un référendum sur la disparition du Sénat, le Conseil économique et social et la régionalisation, au lieu de prendre le taureau par les cornes, parce qu'il a cédé à ses conseillers qui lui disaient « ça ne va pas, ce n'est pas dans le cadre d'une inflation, ce n'est pas possible », il n'a pas fait quelque chose sur l'idée représentée de participation, représentée par des institutions. Il avait dit cependant qu'il allait changer profondément nos rapports entre Français. Cependant, le sujet est biaisé dès le départ. Donc nous devons reprendre le travail. Lorsque la gauche accéda au pouvoir, elle, en 1981, j'ai vu tout de suite où elle irait, parce qu'elle plaçait à la tête du secteur public le même type d'hommes avec les mêmes diplômes que ceux qui auparavant avaient dirigé les sociétés privées. Donc, il n'y avait pas de participation et au contraire, ils avaient, ce qui a été préparé par la suite, le passage du public au privé des principales attributions de l'État. Guy Debord déclarait de son côté le Parti communiste soviétique, en URSS, comme celui des propriétaires du prolétariat. C'est effectivement ce qui est passé, il n'y avait pas de participation. Alors, dans la crise généralisée d'aujourd'hui, si, à l'international, on crée un système de participation avec cette nouvelle architecture, il faut le créer aussi au niveau national. Et c'est là qu'il est très intéressant de se pencher, après 1945, sur ce que disait Ambroise Croizat. Il parlait du salaire de toute une vie, inhérent à la personne du travailleur et non à ses conditions de travail ou à un contrat. Et Proudhon parle que c'est le pilier de toute donnée, c'est la production auquel on fait droit en raison du travail, non en raison de la propriété. Donc c'est important de revoir ces choses du niveau pour lequel les gens croient enfin, puisqu'ils participent, au grand dessein de leur pays. Il faut qu'il y ait pour cela un cadre protecteur et inspirateur, un grand dessein de politique nationale. Et je pense au traité de Westphalie, je pense au grand dessein de Henri IV, et je pense aussi que bientôt, avec un numérique et une intelligence artificielle prenant en charge tout ce qui est répétitif et formellement logique, et avec les possibilités qu'offre la fusion thermonucléaire contrôlée en matière d'énergie, on pourra créer les conditions économiques, physiques de cette participation, à condition que nous nous battions pour elle. Sans cela, ça sera retourné contre nous. Donc c'est un combat pour prendre le gouvernail. C'est Pantagruel dans le quart livre de Rabelais.
où il prend le gouvernail, alors panurge, pleurniche, panurge. On ne peut pas être des panurges. On ne peut pas être non plus des gens qui restent sur la touche et qui disent ce qui se passe ailleurs, ça ne me concerne pas. Et ce qui se passe en France, comment le changer, on ne sait pas. Eh bien, même s'il y a des difficultés, on n'a pas le droit de penser de cette façon, il faut changer de manière de penser. Et ce lien doit être établi entre la participation et la planification indicative. La planification, c'était de donner une direction à la nation. On avait le sens où on allait, aujourd'hui on n'a plus le sens où on va. Une direction à la nation exprimée en termes économiques. Et je voulais vous montrer l'image de comment on tentait de résoudre ainsi. Donc la planification tente de résoudre le paradoxe des relations entre l'État, la collectivité et l'individu, et la forme concrète quotidienne du paradoxe de l'un et du multiple. Ce n'est pas un ordre totalitaire ou total comme la planification soviétique, c'est un ordre auquel participent les principaux secteurs de production et les syndicats de travailleurs. C'est le paradoxe du passage du continu au discontinu, car tout changement technologique modifie les rapports entre les composantes d'une économie et que prévoir la réorganisation de ces composantes devrait être la matière même de toute planification. Alors j'explique. Cette planification gaulliste s'était basée sur quelque chose de positif, qui était cette direction de la nation, la mission commune auquel étaient engagés les Français et les Françaises. Et on pensait, à juste titre, que l'économie est fondée sur l'introduction de principes physiques. Ces principes physiques, c'est le développement, et c'est l'entente, après 1945-46, en réalité de tous les secteurs politiques, pour une grande mobilisation d'industrialisation et d'éducation nationale, les deux allant ensemble. Et on a réussi, c'est les 30 Glorieuses, qui n'étaient pas si glorieuses que ça dans le détail, mais qui, dans l'ensemble, avaient une direction. Les gens, à l'époque, qui vivaient moins bien qu'aujourd'hui, avaient plus confiance. Pourquoi ? Parce qu'ils pensaient qu'il y avait un dessein, qu'il y avait une orientation. Aujourd'hui, on pense qu'à l'avenir, mais on ne sait pas. Il n'y a pas de dessein, il n'y a pas d'orientation, c'est à nous de la donner, à nous autres souverainistes de la donner. Alors, est-ce qu'il y avait un problème dans ce plan gaulliste ? Oui. Il devait assurer l'harmonie des intérêts. Mais le ver était dans le fruit. Dans ce plan gaulliste, on ne tenait pas compte des anomalies. On en tenait compte, mais pour corriger vers le but prédéfini. C'est-à-dire qu'il y avait les clignotants qui disaient « ça ne va pas ». La métaphore, c'était d'une fusée allant vers un objectif. Et on rectifiait la trajectoire de la fusée vers l'objectif. En réalité, s'il y a des anomalies, c'est que les conditions dans lesquelles a été décidée la planification changent. L'espèce humaine, dans sa forme d'agir, n'est pas linéaire, n'est pas sur la déduction. Elle crée. Et elle crée, et cette création, dans l'ordre économique, produit des discontinuités. Et ces discontinuités, il faut les prendre en compte dans la planification. Et là, c'est le passage dans une économie d'une plateforme A, définie par certaines formes de sources d'énergie, certaines formes d'éducation de la population, certaines formes d'investissement, à une plateforme B, des formes différentes, à une plateforme C, des formes encore différentes. Et ce qui est intéressant, c'est la dynamique. Donc, le défi, c'est comment planifier des découvertes qui vont permettre les mutations technologiques qui sont la substance du progrès. Et c'est là qu'il faut organiser cette mutation, pas la laisser au hasard du marché, avoir un plan qui inspire, oriente, c'est la planification indicative. Et de ce point de vue, nous avons élaboré dans notre mouvement un modèle qu'on a appelé Larouche-Riemann. Riemann dit à un moment donné, les mathématiques, ça ne marche plus, il faut passer à l'univers du physique, et dans l'univers du physique, il n'y a plus une logique formelle, il n'y a plus une entropie, il y a quelque chose qui est une anti-entropie ou une négantropie qui permet un développement au-delà de ce qui était permis dans les conditions précédentes. Donc la réponse au paradoxe, comment on y arrive, qu'on trouve en A lorsqu'on veut aller en B, et en B on ne sait pas très bien encore ce que c'est
c'est de créer les conditions dans lesquelles on puisse y arriver. Et ces conditions, c'est la confiance adoptée vis-à-vis d'une population, préparer une avancée et la préparer par une politique d'éducation mutuelle et de développement mutuel. Alors, c'est pouvoir apporter un correctif à la fusée dont je vous parlais tout à l'heure, en fonction de décisions humaines volontaires. L'intelligence artificielle qui est déductive, et même si elle est générative, ne pourra jamais. Il faut un être humain, comme disait Einstein, on ne peut jamais résoudre un problème dans les formes, dans les termes où ce problème a été donné. Il faut que quelque chose permette de surmonter ce qui a un niveau et le principe de non-contradiction vers un principe supérieur qui est celui du développement mutuel et d'idées qui rendent compte à un niveau supérieur de la façon dont l'univers se développe et avance. Et l'homme peut le faire car il est en accord avec ces lois de l'univers, d'abord parce qu'il sait en parler, qu'il est capable de langage, et que sachant en parler, il conçoit quelque chose tourné vers l'avenir, qui est en commun de parler, non pas pour accroître son pouvoir d'achat, oui, il faut l'accroître bien sûr, mais c'est qu'un reflet sur le mur de la caverne, pour accroître son pouvoir de vivre et de mieux vivre. Et c'est ce sens qu'il faut donner à un pays, à une population, et c'est pour ce sens pour lequel nous nous battons. Ce n'est pas une évolution linéaire, c'est une évolution dans laquelle on change sa façon de penser. Et notre mobilisation, ce que nous avons, je pense, d'unique, c'est de porter ce changement de façon de penser. C'est de sortir de l'hégémonisme, du colonialisme et de la géopolitique, qui inspire aujourd'hui les pays occidentaux dans une stratégie de destruction des souverainetés nationales, ce à quoi on assiste. Et cette direction vers la guerre, cette superclasse oligarchique mondiale qui est anti-souveraine par principe. On parle de Karl Schwab, mais je parlerai plutôt de Carl Schmitt et d'autres encore. Carl Schmitt était le juriste du Reich hitlérien, qui lui disait la justice, c'est servir ses amis et desservir ses ennemis. Ce que Platon lui-même condamne dans sa République, quand Polémarque le dit, et Platon dit non, Socrate dit non, il y a autre chose, et cette autre chose, c'est comment concevoir un monde dans lequel l'homme pense au-delà de ses limites à un moment donné, et Platon nous dit, dans la suite de la République, qu'on cite plus rarement que l'allégorie de la caverne, qu'il faut enrichir l'homme dans sa compréhension et sa connaissance de l'univers, qui le poussera à agir pour le bien commun des autres, en observant le ciel, les planètes et la façon dont ça marche, et en étant attentif aux musiques qui développent un état d'esprit de travail en commun. Alors, l'hégémonisme ne pense pas du tout dans cette façon. Pour l'hégémonisme, comme dans l'Union européenne, il y a un suzerain et il y a des vassaux. Et il pense en termes de suzerain-vassaux. Et le vassal doit rester soumis, l'adversaire vaincu et l'ennemi écrasé. C'est la façon de penser inhérente à la géopolitique. Il faut penser autrement. Et cet autrement sort de l'économie de guerre, sort de la géopolitique, et elle pense en fonction d'une géoéconomie, d'un système de développement où l'autre participe au développement que nous lui permettons de faire. Et c'est quelque chose qu'on appelle l'inclusivité, en abusant beaucoup du mot, et c'est les 3 points majeurs du traité de Westphalie, justement. Le traité de Westphalie, qui assurait le fondement de l'État-nation, c'était l'avantage d'autrui, d'abord, c'est-à-dire faire en sorte que les autres participent au développement que je permets ou que j'organise pour avoir son avantage. Et cet avantage, nécessairement, apportera mon propre avantage si je n'agis pas de manière angélique et en dehors de tout élément de raison, mais le permettra parce qu'il y a chez l'être humain cette disposition au bien, et lorsqu'on fait au bien, il y a une certaine disposition pour le rendre. Mais pas en étant faible, en ayant la puissance
et croire à la puissance de cette capacité de engendrer un développement chez autrui. C'est le système gagnant-gagnant. Les Chinois en parlent, prenons-le au mot. Prenons-nous au mot. Parce que ce n'est pas tellement ce que font les Chinois qui nous intéresse, c'est ce que nous faisons ici. Je vous le dirai tout à l'heure. Donc, dans cette conception, vous avez l'avantage d'autrui. Vous avez l'oubli du mal fait aux autres. On ne se satisfait pas de dire « Ah, ces choses ont été mal faites ». C'est vrai, il faut le savoir, mais on n'en fait pas une matière de ratiocination. On ne ronge pas un vieil os constamment dans sa bouche. On pense en termes de comment parvenir à libérer le monde pour son développement. Le traité de Westphalie disait, on l'oublie celle-là, il disait il faut annuler les dettes de guerre ou faire un moratoire. Eh bien, nous disons la même chose aujourd'hui, et c'est ce pourquoi c'est toujours battu Lyndon LaRouche, notamment à la conférence de Colombo de 1976, où Fred Wills, qui était le ministre des Affaires étrangères du Guyana, a présenté le plan LaRouche. C'est ce que disait Jesús López Portillo, le président du Mexique, qui travaillait en accord avec LaRouche et qui avait dit il faut lancer la bombe de la dette, et avec cette bombe de la dette, eh bien, on dira, si on ne la paie pas lorsqu'elle est illégitime, on pourra contraindre les autres à développer une autre politique. À ce moment-là, il y a eu la guerre des Malouines, l'influence des États-Unis, et López Portillo a dû, en quelque sorte, se désister, comme Indira Gandhi plus tard, qu'également LaRouche avait rencontré. Moi-même, j'ai rencontré les Russes en 2002, à Moscou. Et les Russes étaient tout près, à l'Académie géopolitique et du ministère des Affaires étrangères. J'avais de vieux ambassadeurs, et aussi certains plus jeunes, qui venaient m'embrasser à la fin. C'est ce discours que nous attendons. Nous attendons une politique de développement mutuel. Nous attendons une politique, une géopolitique, qui soit pas la géopolitique auquel on est habitué. Ce que nous voulons, c'est la sécurité en Europe. Ce que Poutine avait affirmé, d'ailleurs, avant même d'envahir l'Ukraine. Il avait dit on a besoin de cette sécurité. Et on l'a renvoyé en disant comme on a tout fait pour créer l'insécurité, ben, Poutine réclame la sécurité, ça ne colle pas. Donc, cette politique de sécurité en Europe et un nouvel ordre économique et monétaire international. Et j'ai moi-même rencontré à l'époque Serge Glaziev à Moscou. Le relativement jeune Serge Glaziev avec le relativement jeune Jacques Cheminade. Et on a parlé. Et je ne suis pas du tout surpris du combat qui poursuit aujourd'hui, qui est essentiel. Et ça s'est reflété jusqu'en Turquie. J'étais à une réunion en Ankara avec des nationalistes turcs qui m'ont dit « mais ce que vous faites en France est très intéressant ». Et des gens, des jeunes qui parlent qu'anglais m'ont dit « mais ce qui nous inspire, c'est la lettre de Gargantua dans Rabelais. Donc nos idées circulent beaucoup plus qu'on ne le croit. Nous devons en être conscients, mais pour le bien, pas pour le mal ». Et c'est très important de penser dans ces termes, parce que ce sont des termes où on ne pense pas en termes où on écrase l'autre. C'est un peu le bambou en Chine, qui vit en substance, en consubstantiel à son environnement. C'est le roseau dont parle La Fontaine, qui sous les grands vents tiendra alors que le chêne craquera. C'est cette forme de pensée, qui est une forme de pensée qui était celle de De Gaulle. Et je répète, parce que les gens ne voient pas généralement ce qu'il y a derrière ou ce qu'il y avait derrière. Détente, entente et coopération pour le salut commun. C'est drôle que le salut commun soit partie de la pensée du christianisme et que ce soit aussi dans l'international. Donc ça devient intéressant de penser que pour des gens qui naturellement sont portés à cela, ils ont trouvé des réflexions peut-être insuffisantes, mais réelles. Comme je le disais tout à l'heure, je préfère une vérité mal exprimée, moins suffisante, et essayer de l'encourager pour qu'elle devienne meilleure et bien exprimée, plutôt que de combattre l'erreur comme des puritains américains qui ont oublié Dieu et qui ne pensent qu'à poursuivre le pécheur. Donc, John Sigerson, qui est ici, vous parlera de notre travail dans la musique. Et je pense que c'est très important. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que Bodin l'élabore dans ses 6 livres de la République. Et, disons, les Chinois parlent, eux, du Ren, qui est l'amour, la bienveillance, le sens humain ou humanité.
Il s'agit d'accorder collectivement, de dégager un consensus universel autour d'un projet de paix qu'il faut réaliser. Alors ça suppose de le réaliser en soi-même, international, national et personnel. Personnel. Être à la fois à l'écoute de l'autre pour pouvoir intervenir auprès de lui sans lui débiter un pensum qui l'ennuiera, même un pensum larouchiste. Donc il faut aller en profondeur dans l'esprit même de tout ce qu'a œuvré Larouche et de tout ce qu'ont œuvré tous les grands créateurs. Je pense à l'Académie des sciences de Colbert, aux Polytechniques de Monge et de Carnot dans notre pays. Nous avons ces références-là. Ou la détente, l'entente et la coopération de Charles de Gaulle. Donc c'est un mode de vie où c'est l'homme créateur qui se trouve au premier plan. C'est ce que Leibniz appelait l'unité dans la diversité. Mais pour cela, il faut sortir de son noyau de croyances, des éléments qui confortent notre identité, et aller au fond de ce que Coralie Delhomme appelait la nécessaire souveraineté. Je vous demande, c'est un tout petit livre qu'elle a écrit avant sa mort, et je vous demande à tous de le lire, si vous en avez l'occasion. Elle dit, la souveraineté, c'est penser en termes de ce qu'il faut donner à l'avenir. Être identitaire, c'est, si on en fait une doctrine, c'est défendre ce qu'on était dans le passé, défendre ses frontières, c'est la ligne Maginot. Une ligne Maginot, c'est toujours fait pour être tournée. Alors, vous direz, encore une fois, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut créer une harmonie de dissonance. Et De Gaulle, lui-même, était constamment angoissé devant l'œuvre qu'il devait entreprendre. L'angoisse, il a été porteur. Et pourquoi il en faisait, je dirais, une qualité, parce qu'il l'a surmontée. Vous savez, les aviateurs, même Saint-Exupéry, qui était très mauvais pilote, le disait, s'ils n'avaient pas eu peur, ils ne surmontaient pas leur peur et devenaient mauvais pilotes. Donc il faut avoir cette angoisse que donnent les circonstances, mais la surmonter. Et De Gaulle écrivait à Jacques Maritain un jour, « L'affaissement moral du peuple français me désespère. » Mais de ce désespoir, il ne devenait pas pessimiste. Il ne se retirait pas dans sa coquille comme un escargot ou un faux souverainiste. Il en tirait argument pour se battre, pour dépasser ses tourments personnels, pour servir la France, la collectivité et le monde. J'ai la très belle citation que je partage avec le colonel Alain Corvèze d'un discours qu'il a prononcé, que vous pourrez trouver dans nos écrits, qu'il a prononcé à l'Université de Mexico pendant sa tournée en Amérique latine. La cause de l'homme, une patrie, un destin commun de l'humanité. Alors, écoutez bien, un destin commun de l'humanité chez De Gaulle. Alors, où trouver les sources de cela? Et je pense que c'est important, alors qu'on parle aujourd'hui d'unipolarité, qui est la vision anglo-américaine, d'unipolarité, ou de multipolarité. Et ici, Jérôme Ravenet a développé un principe qui est le mien, de multiperspectivisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une réalité qui se trouve dans le monde, sans ça le monde ne serait pas cohérent, mais qu'il y a différentes manières d'y accéder, différentes perspectives du même, et que de ce point de vue, la musique et le langage doivent être inspirateurs, et notamment le chant choral. Alors, par rapport à ça, bien sûr, et là on arrive au fond de la question, nous autres Français, il faut le reconnaître, nous sommes actuellement mentalement colonisés. Colonisés, on le voit, par ce qui est un reflet dans le mur de la caverne, mais qui est quand même significatif. Puisqu'il faut parfois rire, je vais vous donner 2 exemples, que je tirais d'ailleurs de Marianne, de ce dévoiement du langage. À la SNCF, quels sont les secrets de la formule Ouigo? Une distribution 100% online, grâce notamment au site ouigo.com et à l'appli Ouigo. Alors, ready to go Ouigo? Ready to go Ouigo? Et Saint-Gobain,
avec les millennials, l'habitat va opérer une nouvelle mue vers le plug and play et le développement durable. Les jeunes veulent un espace cocooning, ultra-connect et multifonctionnel. Donc, si vous rentrez dans cet ordre de choses-là, vous êtes perdu. Donc, de façon très concrète, ça donne un exemple de ce à quoi nous avons à faire face. Alors, je vous l'ai laissé sur 3 citations. La première, c'est celle de Leibniz. Voilà, elle est très belle. Et Jérôme Ravenet l'a citée aussi. Comme une même ville regardée de différents côtés paraît tout autre, et comme multipliée perspectivement, il arrive de même que par la multiplication infinie des substances simples, il y a comme autant de différents univers qui ne sont pourtant que les perspectives d'un seul selon les différents points de vue de chaque monade. C'est la monadologie, 57. Donc, voilà, Leibniz est souvent cité, De Gaulle le citait parfois, Xi Jinping le cite parfois, mais c'est une référence très importante parce qu'il surmonte, comme la planification doit être faite pour le surmonter, le paradoxe de l'un et du multiple. Et que vous voyez de façon différente, dans ce sens il y a une multipolarité, mais il y a une unité qui est vers l'amélioration, la vie meilleure, le développement de l'espèce humaine. Alors, pour moi, on s'est beaucoup moqué de moi à cause de ça, sans rien y connaître, sans connaître ce que je voulais dire, parce que les journalistes sont des gens qui savent tout d'avance et ne veulent pas explorer. Ce sont des anti-nationaux et des anti-explorateurs, pas les journalistes, les éditorialistes qui les parrainent. En secret, les journalistes vous disent qu'ils ne sont pas d'accord, mais en public, ils n'osent pas parce qu'ils veulent garder leur place. Donc je vais vous citer, ce que j'ai souvent cité à beaucoup, et que Jean, qui est ici dans la salle, a mis en musique, je vais vous citer le poème que Béranger a offert à la séance de clôture de l'Orphéon à Wilhelm. Wilhelm avait organisé des chorales en France où il y avait 100, 200, 1000, 2000, jusqu'à 3000 personnes. Il y avait ce mouvement choral très important en France à la fin de Napoléon et jusqu'en des années 1840. Et même après, puisqu'on a fêté l'anniversaire de Friedrich Schiller en France sous Napoléon III, avec toute une organisation en France qui était très importante. Un musicien qui n'était pas parfait, mais qui s'est fait Meyerbeer, l'avait organisé. Donc, revenons à la citation. Béranger pense que jamais on n'arrivera à faire chanter les gens convenablement. Des gens surtout qui n'ont pas de formation. Et il va voir Wilhelm. Et voilà ce qu'il lui dit après avoir entendu chanter. « Mon vieil ami, ta gloire est grande. Grâce à tes merveilleux efforts, des travailleurs la voix s'amende et se plient aux savants accords. D'une fée as-tu la baguette pour rendre ainsi l'art familier. Il purifiera la guinguette, il sanctifiera l'atelier. La musique, source féconde, dépendant ses flots jusqu'en bas, nous verrons ivre de son onde, artisans, laboureurs, soldats. Ce concert, puisses-tu l'entendre dans un monde divisé, tout un monde divisé, les cœurs sont bien près de s'entendre quand les voix ont fraternisé. Et c'est pour ça que la question de la perfection qu'on se fixe dans sa vie personnelle, la question de la souveraineté nationale et la question du destin commun de l'humanité forment en réalité un tout. Bien sûr, ce n'est pas mécanique, bien sûr, ce n'est pas agrégé de façon extérieure, mais c'est de l'intérieur de soi-même qu'on peut le faire. Et ce que dit Béranger, c'est qu'il ne s'agit pas d'une chorale pour chanter comme ça. C'est une chorale où on chante juste, parce qu'il y a un ordre, un principe dans l'univers, et on chante juste parce qu'on reconnaît les voix des autres par rapport à la sienne. C'est le principe de voix croisée. Il y a des altos, des sopranes, des barytons, des ténors, etc. Il y a toutes les voix qui sont réunies et qui se répondent les unes aux autres, ce que vous avez vu, et ce que vous faut voir encore si vous venez demain dans nos bureaux, John Sigerson. C'est très important d'avoir cette conception-là parce que c'est ce que Schiller disait dans l'éducation esthétique de l'homme. Si on ne veut pas être une sorte de personne qui suit ses instincts, si on ne veut pas être une personne qui a tout établi un programme et qui veut soumettre tout le monde à ça, si on veut sortir de ce dilemme, il faut une vision plus haute. Et c'est l'art et la science dans sa création qui peuvent enrichir cette conception de l'être humain. Et Béranger exprime de cette façon
quelque chose que chacun d'entre nous, à sa façon, a défendu pendant toute sa vie. Et je dirais qu'on retrouve cela en Chine, ce qui montre bien que par-delà les langues, rien n'est plus différent que la langue chinoise et les langues européennes, mais par-delà les langues, il y a un même attachement chez les êtres humains à l'idée et au développement de l'idée et au développement de la connaissance pour autrui. Vous savez, les Chinois mettent un grand accent sur la famille et l'importance pour la famille, de la famille, par rapport à cette transmission. Voilà ce que dit Confucius. Un homme s'élève à la lecture des odes, s'affirme par la pratique du rituel et s'accomplit dans l'harmonie de la musique. Il s'agit d'une musique donc qui unifie par l'écoute attentive des résonances et corrige spontanément les dissonances. C'est l'harmonie des dissonances de Jean Bodin, reprise en Chine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc il y a cette capacité. Et vous savez, nous avons de nombreux amis aux États-Unis qui se battent sur place, et vous verrez Diane Serre, vous verrez aussi Scott Ritter, mais qui se battent pour une harmonie, ce que Henry Carey, le grand économiste américain, qui était le grand correspondant de Marx, il se chamaillait tout le temps, appelle l'harmonie des intérêts. Et l'harmonie des intérêts, c'est de réaliser justement que les différences peuvent enrichir la progression de l'humanité dans la voie de la connaissance et d'un monde meilleur et du bien commun. Donc je voudrais finir sur ça en vous demandant d'être explorateur du passé, c'est la mémoire, pour voir dans le passé ceux qui ont créé dans cette direction, et d'avoir dans notre esprit un dialogue avec ces créateurs du passé, un dialogue constant, et explorer aussi le futur, qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on peut explorer en sachant que quelque chose de cet inconnu doit pour nous devenir connu et bon pour l'humanité, parce que l'être humain est ainsi fait que le bien pour lui, c'est de connaître, de comprendre et de rendre l'univers meilleur pour accueillir plus d'êtres humains. C'est ça le fameux potentiel de densité démographique relatif dont nous parlons, qui est relatif aux conditions concrètes pour qu'il puisse s'accomplir et que dans la société actuelle, on puisse nourrir plus d'êtres humains pour la société à venir. Malheureusement, dans le monde où nous vivons, c'est l'inverse. Donc il faut arriver à reconstituer cette capacité pour l'avenir et être explorateur. Et un souverainiste ne doit pas être adossé au passé. Il doit connaître le passé, il doit connaître la mémoire. Mais pour explorer le futur et faire en sorte que la souveraineté que chacun de nous a exprime sous forme de souveraineté nationale, puis forme de souveraineté dans le monde, par accord entre pays qui cherchent leur souveraineté. Et c'est cela la politique. Ce n'est pas telle ou telle mesure qu'on ne tiendra pas. Ce n'est pas 3% pour les retraites, 4,5% pour la TVA ou je ne sais pas quoi. C'est une pensée autour de laquelle, naturellement, s'ordonnent des mesures justes. Et de cette façon, je réécoutais certains des discours de Charles de Gaulle, et il provoquait autour de lui ce qu'un général qui a été capitaine de sous-marin, un général, c'est pas un général, c'est un amiral, qui était capitaine de sous-marin, appelle l'esprit d'équipage. Et c'est cet esprit d'équipage que nous devons avoir parmi nous, et c'est avec cet esprit d'équipage que nous devons avancer dans le monde qui vient, et Diane Serre nous le montrera, à sa façon, Scott Ritter nous le montrera, ensuite John Sigerson vous parlera un peu plus de la musique, et puis nous aurons ce dialogue avec Philippe Murer, Coralie Galacteros et Pierre Berthelot. Nous aurons ce dialogue enrichissant avec des gens qui ne pensent pas nécessairement en tout comme nous, heureusement, parce qu'on ne peut pas se reproduire mécaniquement, mais qui veulent tous aller dans cette même direction, et c'est cela, la politique, c'est ce que Jean Bodin appelait l'art de gouverner. Merci.